Super, je vous propose que nous démarrions. Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour. Bienvenue pour ce webinaire, on est très content de vous voir si nombreux. Peut-être avant de démarrer, quelques petites précisions. Tout d'abord, on a un support de présentation, comme vous le voyez. Celui-ci vous sera partagé donc à la suite de cette visio. Et en complément, on va également enregistrer cette réunion pour les personnes qui n'auraient pas pu se joindre à nous. Donc, on vous enverra également le lien du replay si vous avez besoin de le faire suivre ou de le regarder à nouveau. Autre petite précision, peut-être me présenter. Donc, c'est pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, la semaine dernière à la restitution de la consultation, je suis Chloé Grenier, responsable des comités d'action par intérim. Je remplace Mathilde Ranger pour les 6 prochains mois. Donc, je suis votre nouveau contact privilégié concernant ces grandes causes. N'hésitez pas à me faire un petit message dans le chat si vous avez besoin qu'on se rencontre à nouveau. Et puis, je suis aussi accompagnée donc, de plusieurs personnes côté Make Power Foundation, si elles veulent se présenter rapidement. Je leur laisse la Merci Chloé. Oui, alors Héloïse Clitting, je suis responsable des opérations au fonds de dotation make.org et en particulier sur la grande cause biodiversité. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je suis chef de projet à Mes Points Foundation, également sur la grande cause biodiversité, sur un autre projet, mais surtout sur la grande cause. Super. Et après, il y aura peut-être aussi Maïtena qui nous rejoindra, qui est également sur le début du projet de la grande cause que vous avez peut-être déjà rencontré. Peut-être un dernier point en termes de fonctionnement puis d'objet de la réunion. L'idée de cette réunion, c'est de vous partager, de vous présenter l'appel à projet qui a été ouvert la semaine dernière dans le cadre de la grande cause biodiversité. Dans un premier temps, dans une première partie de la réunion, l'idée, ça va être de vous présenter un petit peu cet appel à projet, c'est-à-dire de le contextualiser, de le recontextualiser pour en vous rappelant un petit peu le fonctionnement de la grande cause, en vous présentant rapidement la coalition et en vous repartageant rapidement également les thématiques qui ont été plébiscitées dans la consultation sur cette thématique, pour vous présenter un petit peu mieux l'appel à projet, les critères de sélection des projets et aussi qu'est-ce qu'il y a à la clé de cet appel à projet, c'est-à-dire l'accompagnement de la fondation. Vous avez compris, la première partie de cette réunion va pas mal parler côté Make.org et Make.org Foundation. Et dans l'idée, c'est quand même de garder, de profiter du fait qu'on soit nombreux aussi aujourd'hui pour garder un temps de questions-réponses pour vraiment lever tous vos doutes et que tout soit le plus flou pour vous pour répondre à cet appel à projet s'il vous intéresse. Voilà, donc si c'est clair, je propose qu'on démarre donc par la première partie donc de recontextualisation un peu de cet appel à projet donc, qui intervient dans la grande cause, dans le cadre de la grande cause biodiversité, qui cherche à savoir comment mieux protéger et restaurer ensemble la biodiversité. Et donc, pour ce faire, on a une méthodologie chez Make.org et Make.org Foundation qui est toujours la même et qui a commencé par une première étape qui s'est terminée officiellement la semaine dernière. C'est l'étape de la consultation. Donc, depuis fin juin jusqu'à fin septembre, on a ouvert une grande consultation sur la plateforme Make.org qui posait la question de comment protéger et restaurer ensemble la biodiversité. Ça nous a permis donc d'avoir des propositions de citoyens, d'entreprises, d'associations et tout type d'organisations afin de collecter un petit peu les idées de tous pour répondre à cette question. Et quand je disais qu'elle s'était finie officiellement la semaine dernière, c'est puisque on a eu donc une équipe de sociologues et de data analystes qui ont pu analyser les résultats de cette consultation pour en faire un bilan qui vous a été présenté la semaine dernière. L'idée de cette consultation et des résultats et de cette analyse qui vous a été présentée, c'est ensuite de passer à l'action. Et donc, pour ce faire, on va essayer de réfléchir dans les prochaines semaines à comment est-ce qu'on peut traduire les idées plébiscitées par les citoyens en action.
Donc pour ça, il y a plusieurs canaux de réflexion. Le premier, c'est l'organisation d'ateliers de concertation multipartenaires. Donc sur chaque thématique, des ateliers seront organisés donc fin novembre. Je crois que les liens pour s'inscrire aux ateliers sont partis peut-être hier après-midi. Pareil, on vous les remettra dans le mail si ça vous intéresse également. Mais aujourd'hui, le canal qui nous intéresse principalement, c'est donc l'appel à projet, puisqu'on a bien en tête que des projets existent déjà pour répondre à certaines idées plébiscitées et qu'ils pourraient donc tout à fait rentrer dans le plan d'action qui sera déployé dans le troisième temps de cette grande cause. Et donc, l'idée, c'est de vraiment laisser les associations nous partager ces idées-là pour qu'on puisse leur apporter aussi notre soutien et déployer ces solutions. En complément, il y aura des entretiens menés avec donc des experts pour y voir un petit peu plus clair sur certaines thématiques dont nous ne sommes pas forcément experts. Et donc, ces différents échanges et ressources nous permettront donc de co-construire ce plan d'action qui sera activé par la société civile d'ici le début d'année prochaine. Puisqu'en effet, en début d'année prochaine, on pourra donc officiellement annoncer donc, le plan d'action afin de, pendant 2 ans, avoir un accompagnement de Make.org Foundation de ces actions pour avoir des expérimentations, le déploiement de ces projets et avoir un maximum d'impact en 2 ans, toujours avec cette idée de mieux protéger et restaurer ensemble la biodiversité. Donc ça, c'est les 3 grandes étapes. On démarre donc, c'est un peu le coup d'envoi de la période de concertation. Et peut-être pour avoir aussi une idée de qui sont les acteurs présents donc, dans toute cette démarche, la grande cause biodiversité est portée donc, par Make.org, mais également par l'OFB. Des partenaires fondateurs également supportent le programme. Donc, on a AXA, Elésir, LVMH et la Fondation Crédit Mutuel, avec le soutien également du CNRS et de IGN. Et enfin, de 2050 Now, qui est également donc, partenaire de cette grande cause. Complément, on a toute une coalition de partenaires experts, donc vous vous y retrouvez pour un certain nombre connectés aujourd'hui. Donc on a 30 associations qui apparaissent à l'écran et c'est une coalition qui, a priori, continuera à grandir tout au long de la grande cause. Et on vous remercie déjà dans un premier temps pour cet engagement. On sait que toutes les organisations déjà présentes sur cette slide, pour beaucoup, étaient présentes à la restitution donc de la consultation et ont pu faire donc des propositions pendant les dernières semaines. Petit zoom justement sur cette première contribution et cette première étape. Donc la consultation nous a permis de réunir 374 000 participants, nous permettant donc d'avoir près de 6 000 propositions déposées. Propositions sur lesquelles les citoyens, vous-même, associations et autres organisations avaient pu voter sur celles avec lesquelles vous étiez d'accord ou non pour exprimer donc votre avis sur la question. Et peut-être vous détailler, avant de laisser la main à Héloïse et Marie sur l'appel à projet, ce qui s'est un petit peu dégagé de la consultation, c'est voilà, une multitude de thématiques. Hop, je vais admettre les dernières personnes manquantes, pardon. Donc avec de nombreuses thématiques qui ont été citées, qui ont fait plus ou moins consensus. Donc vous avez 6 grandes thématiques avec des sous-thématiques, avec des petits ronds. C'est que les citoyens ont globalement été d'accord pour faire de ces idées des priorités citoyennes et des idées avec des petits éclairs qui représentent donc la controverse qu'ont amené ces idées. Beaucoup d'informations sur ça. Je vais toutefois lire une par une ces idées parce qu'elles sont très importantes pour nous, puisque l'idée, pour rappeler la méthodologie, c'est bien de partir de ces idées plébiscitées par les citoyens pour transformer ces opinions en action. Donc peut-être pour vous détailler les 6 grandes thématiques que vous pourrez retrouver dans le rapport de la consultation. On a en premier lieu l'aménagement et l'infrastructure durable, avec donc 3 propositions qui sont celles de végétaliser et renaturer les villes, promouvoir une approche éco-responsable et respectueuse de la biodiversité dans les projets d'aménagement et rendre les bâtiments plus accueillants pour la faune.
Deuxième grande catégorie, c'est la préservation et la restauration des écosystèmes naturels, donc avec l'idée de préserver, de revaloriser et de replanter les haies. On a également donc l'idée de protéger et restaurer les zones humides, celle de restaurer et de protéger les écosystèmes forestiers, mieux protéger les espaces marins et les océans, lutter contre les espèces invasives et les territoires afin de préserver les espèces locales. Voilà pour cette deuxième thématique. Ensuite, on a l'agriculture et l'élevage avec l'idée de promouvoir une agriculture plus vertueuse et plus durable. Et enfin, les trois autres grosses thématiques. La première est celle de la sensibilisation et des engagements écologiques avec l'idée de sensibiliser à la biodiversité et l'éco-citoyenneté. Renforcer l'engagement des collectivités et élus locaux envers la biodiversité. Et enfin, responsabiliser et sanctionner les entreprises, notamment concernant l'importation des produits. La thématique ensuite de pollution et gestion des ressources avec la lutte contre la pollution et l'amélioration de la gestion des déchets. L'idée de repenser notre consommation de biens et de ressources et l'idée de limiter la pollution lumineuse. Ensuite, on a trois idées qui ont fait débat, qui n'ont pas fait donc consensus, avec la réévaluation des politiques en matière d'éoliennes, la limite de la croissance démographique et enfin la promotion d'une alimentation plus végétale. Sur ces sujets, les citoyens ne sont pas tombés d'accord. Et enfin, pour arriver donc à la dernière grande thématique sur la protection des espèces, les citoyens ont proposé massivement de développer les corridors écologiques pour les espèces sauvages, mettre en œuvre des mesures pour la conservation des espèces en danger, progresser vers une société plus sensible au bien-être animal, renforcer l'application de la loi et mieux encadrer certaines pratiques de la chasse, mieux gérer les populations de félines et enfin sauvegarder les abeilles et les pollinisateurs. Et trois idées qui ont fait polémique, controverse, c'est de promouvoir ou d'interdire la chasse, réduire la vitesse de circulation et réglementer la possession d'animaux domestiques. Pardon pour cette slide qui est assez lourde, mais pour nous qui est vraiment clé, donc ça nous tient à cœur de vous la détailler et on va rentrer dans une approche un petit peu plus opérationnelle pour réfléchir, pour vous présenter un petit peu comment on va faire pour passer de cette liste d'idées à un plan d'action qui soit impactant. Avec la conception donc, du plan d'action et ici, un focus sur l'appel à projet, puisque comme je le disais, il y a d'autres canaux pour essayer d'imaginer les projets qui seront dans le plan d'action, notamment les ateliers. Et encore une fois, vous aurez plus de détails dans le mail récap. Mais maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Héloïse pour nous détailler un petit peu l'appel à projet. Merci beaucoup, Chloé. Du coup, je vais passer sur la partie conception du plan d'action. On va voir dans un premier temps tout ce qui va être critères de sélection des projets, également les dates clés de l'appel à projet pour que vous ayez notre calendrier. Et enfin, on pourra parler également de nos modalités d'accompagnement pour que vous compreniez à quoi on sert concrètement. Et enfin, on passera aux questions dans un dernier temps. Alors, sur les critères de sélection des projets, on en a plusieurs qui sont très concrets. Donc, tout d'abord, on va retenir des projets qui sont au stade de démarrage ou en phase d'accélération. Ça, c'est un premier point. L'objectif, c'est également que ces projets soient en conformité, bien sûr, avec une au moins des grandes idées plébiscitées par la consultation. Donc, c'est les grandes idées qu'on vient de voir à l'instant et qui ont été présentées par Chloé. Donc, le projet peut cocher plusieurs idées ou au moins une. Enfin, ce projet doit également répondre à un besoin, un réel besoin. Donc, soit c'est un besoin qui n'a pas encore été adressé, soit c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment adressé et qui semble nécessaire d'adresser aujourd'hui pour répondre à cette grande cause de restauration et de protection de la biodiversité. Enfin, on a un autre critère qui est très important, c'est que ce projet-là, peu importe son stade de développement aujourd'hui, si vous êtes en démarrage ou en accélération, il faut que dans le temps, il ait un vrai potentiel de se développer au niveau national. Et il faut également qu'il ait un potentiel à développer et nécessairement être reconnu d'intérêt général pour qu'on puisse vous accompagner et notamment vous aider à la recherche de fonds financiers.
Est-ce que vous... de son, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, ça coupe, mince. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que c'est revenu de votre côté? J'ai l'impression que c'est Je peux revenu, t'es juste Ou est-ce figé. que ça a été de votre côté? Ouais, ça revient qu'à moitié. Si tu veux, Héloïse, changer de réseau. Ou Marie, est-ce que toi, tu as une bonne Ouais, connexion? Sinon, je peux prendre le relais hein, sur cette... ouais, ou Est-ce que ça va mieux? Oui, par contre, il y a un écho. Est-ce que ça va mieux maintenant? Ouais, aucun problème de son là, j'ai l'impression, de mon côté en tout cas. Il faut que tu mettes ton son. Ouais. Ouais, Du coup, si c'est mieux, je peux reprendre ici. Est-ce que vous pouvez m'indiquer à quel moment ça a sauté de votre côté? Comme ça, je peux reprendre les informations que... Je pense que c'est dès le premier bullet point. Désolée. Le premier bullet point? Super. Et ben, on va reprendre toute la slide. Donc, très bien. Alors, pour le premier critère de sélection des projets, il faut que votre projet soit au stade de démarrage, soit en phase... Ah, les 4 premiers sont OK. Bon, je les refais rapidement, si ça vous va. Comme ça, on a tout le monde qui est au même niveau, si jamais ça a coupé chez les autres personnes. Donc, vos projets doivent être au stage de démarrage ou en phase d'accélération. Il doit être également en conformité avec au moins une grande idée qui ont été plébiscitées lors de la consultation et qu'on a présentée juste avant grâce à Chloé. Donc au moins une, voire plusieurs, c'est pas un souci. Également, votre projet doit répondre à un besoin en lien avec cette grande cause biodiversité, la protection et la restauration de la biodiversité, soit un besoin qui n'est pas encore adressé du tout aujourd'hui au niveau de la société civile, soit un besoin qui n'est pas suffisamment adressé selon vous afin qu'on ait un réel impact. Ensuite, d'un point de vue impact justement et période de temps, horizon de temps, il faut que votre projet ait un potentiel de se développer au niveau national, peu importe la phase actuelle de maturité de votre projet, et également qu'il soit périn dans le temps et qu'il puisse exister sur du très long terme et pas uniquement sur cette phase d'accompagnement. Pour vérifier justement que ce projet peut se développer au niveau national et être périn dans le temps, on va vérifier la robustesse de l'équipe, mais également votre situation légale, c'est-à-dire que votre projet, votre organisme doit absolument être reconnu d'intérêt général pour qu'on puisse vous accompagner et vous aider à trouver des fonds nécessaires si c'est un axe d'accompagnement qu'on retiendra dans notre accompagnement. Et enfin, le dernier point où je m'étais arrêtée juste avant, c'est la pertinence de notre accompagnement. Nous, Make Power Foundation, on veut s'assurer que notre accompagnement sera pertinent et qu'on aura la capacité de vous aider au mieux pour avoir un impact maximal, aussi bien sur le côté quantitatif que qualitatif. À noter, et c'est extrêmement important, notre accompagnement ne peut pas reposer uniquement sur la recherche de fonds. Si c'est le cas, et si on se rend compte que c'est le seul axe possible, le projet ne pourra pas être retenu. Enfin, dernier point important, si vous avez plusieurs projets qui cochent ces différents critères de sélection, n'hésitez pas à postuler plusieurs fois à l'appel à projet. On regardera chaque projet avec la même attention pour potentiellement prendre ces projets-là dans le plan d'action. Ensuite, sur les dates clés, donc l'appel à projet est lancé depuis quelques jours déjà. Vous allez avoir un mois pour répondre à l'appel à projet jusqu'au 3 décembre. Ensuite, du 4 décembre jusqu'au 2 février, notre équipe va étudier chaque projet dans le détail. Et si on a besoin de informations complémentaires, on pourra vous envoyer soit un mail, soit vous demander un entretien pour obtenir ces informations et s'assurer qu'on a une bonne compréhension de votre projet et qu'on a tous les éléments pour prendre la bonne décision. On s'engage au plus tard le 16 février 2025 à revenir vers l'ensemble des candidats pour vous prévenir si votre projet est présélectionné ou si au contraire on décide de ne pas continuer l'analyse. Du 16 février jusqu'à mai 2025, on va continuer justement avec les quelques projets présélectionnés à analyser votre projet et analyser surtout notre capacité à vous accompagner. Donc ça peut être via des documents à nous envoyer, via des échanges avec le porteur de projet et des analyses de notre côté sur le secteur et sur ce qu'il est possible de faire.
En mai 2025, on vous fera un retour définitif, pareil, à tous les candidats présélectionnés, pour vous annoncer si votre projet est définitivement et officiellement sélectionné pour participer à l'accompagnement pour une durée de 2 ans. Et un mois plus tard, en juin 2025, les 6 à 8 actions qui feront partie du plan d'action seront officiellement et publiquement annoncées à l'ensemble de la société civile, des partenaires et toute personne intéressée par le sujet. Le grand sujet qui, je pense, vous importe beaucoup, c'est qu'est-ce que Make.org Foundation peut vous apporter, quelles sont nos modalités d'accompagnement, nos axes d'accompagnement et également quelle est notre expertise sur ces sujets-là d'accélération de projet. Alors, nous, on a 5 leviers d'incubation et d'accélération de projet. Tout d'abord, un pilotage. Donc, durant ces 2 ans d'accompagnement de juin 2025 à juin 2027, on va piloter cette accélération de votre projet. On va pouvoir mettre à votre disposition des compétences clés grâce à des mécènes de compétences que l'on peut mettre, si nécessaire, en totale capacité sur votre projet. Il peut y avoir des compétences très variées. On peut être sur la gestion de projet, on peut être sur du tech, du dev, de site internet par exemple. On peut être sur du légal également, sur du financier. Donc il y a vraiment tout un horizon de compétences qui sont disponibles grâce à nos partenariats avec des cabinets de conseil que vous pouvez voir. Donc là, on a mis quelques exemples juste en dessous. On va également pouvoir vous accompagner sur du financement et de la recherche de fonds. Donc que ce soit vers des entreprises, des fondations, des fonds de VC ou des grands philanthropes, on aura la capacité de vous aider sur la création d'un discours, de slides et sur des organisations d'échange avec ces acteurs-là. Enfin, en 4e levier, on aura toute la partie création de partenariats stratégiques pour vous aider justement à vous développer et à grandir sur différents sujets. Donc, ça va vraiment être dans la conception et la mise en œuvre. Et enfin, le dernier levier, ça va être tout ce qui va être visibilité et communication. De la même manière, on a plusieurs partenariats qui existent aujourd'hui et qui vous permettront d'avoir une plus grande visibilité via, par exemple, des campagnes de communication. Ensuite, on a quelques exemples à vous montrer de références. Nous, on a une expertise qui est très transverse. On a un réseau qui est très important d'associations aujourd'hui, d'acteurs du monde de l'entreprise et de la finance qui nous aident au quotidien et du monde public également. Donc, on a plus de 80 actions qu'on a menées ces dernières années. Et ici, on vous a mis 4 exemples clés à la fois de sensibilisation, de mobilisation, formation et d'outils qu'on a mis en place sur certains sujets très différents. Donc, on a les Journées nationales de la réparation, qui des Journées nationales qu'on a mis en place avec la collaboration de HOP. L'objectif, c'était vraiment de sensibiliser l'ensemble du grand public au réflexe d'aller réparer ces outils dans des sites. Donc, on a eu plus de 35 000 visiteurs qui ont participé à plus de 1300 événements lors de la première édition. Et la 10e édition a eu lieu d'ailleurs il y a quelques semaines, mi-octobre. Et donc là, c'est vraiment un grand événement de sensibilisation qui ressemble d'ailleurs un peu aux Journées nationales du patrimoine que l'on connaît tous. Ensuite, sur la mobilisation, on a l'action Plus de nature dans mon quartier, qui est en partenariat avec la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux. Là, l'objectif, c'est d'inciter des habitants de quartiers prioritaires et également des élèves de quartiers prioritaires à déjà être sensibilisés sur le sujet de la nature et de la biodiversité, mais également à s'engager sur des chantiers collectifs. Donc, on a eu plus de 3600 élèves formés et 17 quartiers qui ont été impliqués. Sur la formation, là, c'est plutôt du côté des personnes en situation de handicap que cette formation a eu lieu. L'objectif, c'était de former des personnels des musées à l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc, c'est une formation qui était en ligne. Il y a eu plus de 2000 apprenants qui ont du coup participé à cette formation et 150 musées qui ont proposé cette formation à leurs employés. Et enfin, pour terminer, en termes d'outils et de création d'outils, on a accompagné la création de l'outil Mémo de vie, qui est un outil qui en fait aide, qui est une plateforme digitale
qui s'adresse aux femmes victimes de violences conjugales ou à leurs proches ou à des témoins qui souhaiteraient s'informer sur le sujet. Et l'objectif, c'est que ces femmes aient la possibilité d'avoir un site internet où elles peuvent marquer au quotidien les violences dont elles sont victimes, avoir des ressources et des informations et des contacts pour sortir justement de cette situation de cette situation, tout simplement. Et on a aujourd'hui plus de 5500 comptes qui sont actifs et 90 000 professionnels qui sont formés à cet outil. Voilà donc quelques exemples d'actions qui ont pu être mis en place sur des sujets très différents, ce qui montre la variété des possibilités. Et ensuite, sur la slide suivante, on vous a mis quelques exemples à nouveau de types d'impact qu'on peut avoir sur les plus de 80 actions et toutes les différentes grandes causes qu'on a pu avoir, que ce soit sur l'enfance, sur les aînés, sur les seniors, sur l'environnement. Voilà, donc ça, je vais peut-être passer rapidement sur celle-ci parce que je pense que vous avez plein de questions et ce sera encore plus utile qu'on réponde à vos questions. N'hésitez pas à prendre la parole ou à poser vos questions dans le chat. Et à vous présenter également quand vous posez une question. Est-ce que tout était clair? Pas de questions? Est-ce que sinon vous voulez peut-être partager des idées de projets que vous avez et vous pensez que ça répond bien aux idées qui ont été publicitées? On a une première main levée, Sarah. Vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien, parfaitement. J'avais quelques questions. Déjà, je me demandais, donc l'accompagnement là dure sur 2 ans, mais est-ce que le projet peut s'étendre sur une durée plus longue? Est-ce qu'il y a une durée maximale pour le projet à déposer? C'est bon. Oui, bonjour, merci Sarah pour la question. Je me présente, j'étais au début. Je suis avec Marie et Louise actuellement et donc j'étais responsable de mon programme environnement et jeunesse et actuellement en fin de poste chez Make Foundation et donc avec Héloïse qui reprend mon poste, voilà, pour recontextualiser. Sarah, est-ce que tu peux juste préciser pour quelle association tu travailles, pour quelle structure? Je suis à la Fondation Good Planète. Je suis responsable de la sensibilisation à la Fondation et on a déjà des accompagnements avec vous, mais donc on réfléchit à d'autres possibilités. Et voilà. Et donc, c'est des collègues qui m'ont envoyé des questions. Donc, j'en ai deux, trois. Voilà. Mais la première, c'est celle-ci. Parfait, oui, oui. On a, sur la programme environnement, on a accompagné votre projet CAP 2030 avec Perrine, qui aujourd'hui n'est plus à la Fondation de Paris. Mais donc oui, le projet peut perdurer après la fin de notre accompagnement. Et c'est d'ailleurs ce que l'on souhaite, parce que nous souhaitons que notre accompagnement puisse être un accélérateur au projet, mais pour qu'il puisse poursuivre. Et d'ailleurs, dans la slide, c'était bien mentionné, il y avait la mention du caractère pérenne du projet. C'est vraiment ce qu'on entend par là. Ok. Je peux en profiter pour poser les autres? Pardon. Pardon, Chloé, tu allais dire quelque chose? Non, simplement les petits exemples que Louise a présentés continuent de durer. Les Journées nationales de la réparation, par exemple, c'était la 2e édition, mais continueront d'avoir lieu même à la fin de la grande cause. Ok. Je fais rapide, hein, mais on m'a demandé à quel moyen de mise en visibilité du projet vous pensez. Est-ce que c'est de la création de vidéos ou des partenariats avec des médias, par exemple? C'est des partenariats en visibilité avec des partenaires comme Média Transport, par exemple, donc sur de l'affichage. On a des partenariats parfois avec des médias. Ça dépend en fonction de la thématique et du projet. On les active. Les partenaires peuvent avoir leurs propres critères spécifiques, donc ça dépend des projets et de leur statut. Pour donner un autre exemple, on est en partenariat avec une agence de micro-influenceurs qui nous permet de lancer des campagnes pour des relais
par différents micro-influenceurs. On a aussi, on peut faire de l'accompagnement un peu plus strat sur la com. Par exemple, on a un partenariat avec une entreprise de services numériques qui s'appelle Aztec et qui peut proposer des formations sur du SEO, par exemple. Voilà, c'est des ressources, c'est la mise à disposition de ressources, affichage, partenariat, compétences en com web, sur de la production vidéo en tant que telle. On a pu par le passé, mais rarement avoir des ressources, mais c'est beaucoup moins courant, donc je préfère ne pas le mentionner. Ok. Merci. J'ai encore d'autres questions. Je suis désolée, je ne veux pas monopoliser la parole. Après, c'est aussi des questions qui sont générales et enfin, qui fonctionnent pour tous les projets. Donc, je pense que c'est OK. Je vois personne lever la main. Donc, je vais poursuivre. Ok, bon, bah alors je continue, je fais vite. J'en ai encore 2 ou 3, je crois. Juste un petit éclaircissement dans le formulaire de dépôt du projet, dans lequel il est écrit si vous deviez construire 3 partenariats, etc. Est-ce qu'il s'agit de choisir 3 catégories de partenariats? Donc, est-ce que c'est association, entreprise ou médias? Ou est-ce qu'il faut qu'on choisisse 3 entités déjà spécifiées? Alors, c'est plutôt 3 entités, mais d'ailleurs, on mentionne 3 partenariats, mais si vous voulez en répondre 2 ou 4, en fait, l'objectif de cette réponse-là, c'est de vous laisser partager vos partenariats de rêve pour vérifier si, par exemple, ils sont déjà partis, nous, de notre réseau de partenaires. Et comme dans les critères de sélection des projets qu'on va accompagner, il y a un critère qui est vraiment primordial, qui est notre capacité à accompagner le projet. En fait, c'est même notre premier critère, c'est est-ce qu'on va servir à quelque chose, est-ce qu'on va être utile et est-ce que grâce à nous, le projet va pouvoir avancer, est-ce qu'on va bien pouvoir travailler ensemble. Et du coup, cette question-là, l'idée, c'est de vraiment partager vos partenariats de rêve et auquel cas, si par exemple, le partenariat de rêve qui vous permet de multiplier par exemple x10 vos bénéficiaires, nous on le connaît déjà et qu'on l'a rencontré il y a un mois et il nous a dit qu'il cherchait à travailler avec ce type de projet-là, nous on sait que du coup ça augmente les chances pour qu'on sélectionne votre projet parce qu'on sera d'autant plus utile. Mais si par exemple vous en mettre 4, 5, ou si le fonctionnement du projet fait que c'est plus intéressant de présenter par catégorie, ça va aussi. Ok, merci. Et dans le cas d'un accompagnement sur la recherche de financement, est-ce que le projet donc les activités de terrain, s'il y a du terrain, est-ce qu'il doit débuter déjà mi-2025 avec une avance sur fonds propres ou après l'accompagnement Make? Est-ce que tu peux répéter ta question, pardon? Dans le cas d'un accompagnement, Est-ce que tu peux juste, parce que quand tu disais par rapport aux dates, est-ce que tu peux il faut que je me remets la flèche du temps en même temps. Est-ce que tu peux répéter ta question? est-ce que dans le cas d'un accompagnement sur la recherche de financement, est-ce que le projet, donc en termes d'activité de terrain, est-ce qu'il doit débuter mi-2025 avec une avance sur fonds propres ou est-ce qu'on débute après l'accompagnement de Make? Alors, nous, on peut accompagner des projets qui sont au stade de création ou bien des projets qui sont déjà existants et qui souhaitent un changement d'échelle. Donc, on n'a pas de critères spécifiques, c'est-à-dire que le projet peut avoir déjà démarré et nous, on va l'aider à chercher des fonds supplémentaires pour poursuivre ses activités ou pour carrément changer d'échelle. Le projet peut commencer plus tard, auquel cas, on va commencer la levée de fonds ensemble dès le départ et c'est une condition pour que le projet puisse commencer. Nous, on va être très adaptable et on va faire du cas par cas en fonction du projet, en fonction de ses capacités. Ok, très bien. Donc, ça dépend, en résumé. Et j'ai juste une toute petite dernière question et après je vous laisse tranquille. Qu'en est-il des Outre-mer, vu que le projet doit être d'impact national, est-ce que l'Outre-mer est inclus? Euh, Non, enfin, alors je précise, si c'est un projet dimension nationale uniquement en métropole, c'est bon. Si c'est un projet métropole plus outre-mer, c'est bon aussi. En toute transparence, on a très rarement eu par le passé des propositions de projets qui se développaient, qui se déployaient uniquement dans les outre-mer. On sait forcément, au vu de cette thématique, grande cause biodiversité,
qu'il y a beaucoup de projets, enfin que la très grande majorité de la biodiversité française se retrouve dans les Outre-mer. Et donc, c'est des réflexions qu'on avait entre nous. Et donc, je dirais que si vous avez un projet qui ne se déploie que dans les Outre-mer, peut-être envoyez-nous un petit mail. Il y a 2 exemples de mails en dernière slide avec quelques lignes sur le projet pour qu'on puisse l'étudier parce qu'on ne s'est jamais retrouvé dans ce cas-là par le passé, mais on a conscience que la thématique de cet appel à projet amène peut-être à n'avoir que des projets qui se déploient euh, dans les Outre-mer. Et je précise aussi, quand on mentionne projet au national, si par exemple le projet porte sur la protection des coraux, je fais exprès d'utiliser un exemple bête et méchant, mais comme ça, il est très simple à comprendre. On sait qu'il n'y a pas des coraux dans le Cher. Vraiment, ce qu'on veut expliquer par là, c'est que le projet il doit se déployer sur différents lieux partout en France et il doit être déployé là où ça fait sens, bien évidemment. Donc, par exemple, sur les coraux, ce n'est pas un projet de développement d'une ferme à coraux, mais potentiellement plus un projet je sais pas moi, formation du grand public sur la protection des coraux, ou bien un projet de partage de connaissances et d'informations entre différents dispositifs de protection des coraux, par exemple. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour ces questions très, très utiles. Et Alice levait la main également, je crois. Oui, bonjour. Merci, c'était super intéressant. Du coup, Alice Davès. Euh, du coup, nous, depuis plusieurs années, on fait de la protection juridique des blaireaux. Donc, ça rentre totalement je trouve, dans l'appel à projet. Par contre, ma question, c'est est-ce que on pourrait bénéficier d'un accompagnement à la levée de fonds pour des actions juridiques? Parce que, en fait, c'est toujours un petit peu sensible, d'autant plus que bah, nous, on se retrouve à attaquer en justice des préfectures. Merci Alice pour la question. En toute transparence, on n'a jamais accompagné ce type de projet. Et donc, j'estime qu'on n'a pas forcément la compétence pour le faire. Je pense que on pourra juste vérifier en interne auprès notamment de Lucas, qui est notre collègue directeur développement et mécénat, qui justement intervient particulièrement sur l'accompagnement à la recherche de financement pour demander lui son avis, puisqu'il il était également chez Makeport Foundation avant moi. Il est chez nous depuis plus de 5 ans maintenant. Donc, au cas où, je vais vérifier auprès de lui. Mais je pense que pour des questions de compétences de notre côté, je recommanderais à date de ne pas candidater pour ce type de projet-là, mais je nous note de revenir Ok. vers toi pour Parce, confirmer. parce que c'est vrai que la question juridique, elle revenait quand même régulièrement dans l'appel à projet. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même un axe qui était quand même important. Voilà. Sachant que nous, tout l'aspect juridique, on le gère depuis des années, etc. C'est juste vraiment l'aspect levée de fonds. D'accord, parce que moi, je crois, de ma compréhension, l'enjeu, c'était est-ce que nous, on a une capacité de lever de fonds pour des projets qui ont une dimension juridique, par exemple, C'est ça. Enfin, en fait, nous, on gère l'aspect juridique, on a notre cabinet d'accord. d'avocat, etc. Ça, c'est pas un problème. C'est que bah, la levée de fonds pour ce genre de thématique, bah, c'est toujours un peu délicat. Euh, Surtout quand on attaque des préfectures. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour savoir si c'était OK de votre côté ou si déjà c'est non d'office, quoi. Honnêtement, on reviendra vers toi. Je pense que c'est non. Pourquoi aussi? Parce que comme on accompagne plusieurs projets en parallèle, si on accompagne un projet qui est en contentieux avec une préfecture, mais que pour d'autres sujets, un autre projet doit collaborer avec la préfecture en question, nous, comme on est très généraliste, Ouais.
des éventuels recours sur un projet peuvent avoir des conséquences sur d'autres. Mais si par exemple, nous, notre intervention, elle est sur si vous avez plusieurs activités et que vous êtes en contentieux sur un projet, mais pas sur un autre, et que nous, on vous accompagne sur le projet où il n'y a pas de contentieux, ça peut fonctionner. C'est pour ça que je préfère faire du cas par cas. Si tu souhaites nous envoyer quelques lignes d'informations supplémentaires, comme ça, nous, on instruit en interne et on confirme parce que bon, à la date, je pense que c'est un sujet qu'il faut que j'évoque aussi avec notamment Lucas, notre directeur mécénat, pour confirmer. Ok, super. Donc, désolée, on n'a pas de réponse définitive, mais on revient vers toi par écrit. Ok, merci. Si d'autres personnes sont concernées par ce sujet, est-ce que vous pouvez juste vous manifester comme ça? De même, on pourra éventuellement revenir vers vous. Avez-vous une grille de notation pour déterminer les projets lauréats? Nous demande Charlotte Chastagnaré. Alors oui, nous avons une grille qui reprend les différents critères mentionnés par Héloïse. On ne la partage pas publiquement, mais les différents critères mentionnés ici ont tous le même poids dans notre grille. Et on ne la partage pas publiquement parce qu'on est en train d'ajuster certains peut-être en vue de la thématique. Mais oui, dans notre fonctionnement, on a bien une grille. Et je vois d'autres mains qui se sont levées. Peut-être si votre question était en rebond à une des questions à une des questions et des réponses que je viens de donner, est-ce que vous pouvez prendre la main en priorité? Bon, bah, je vais nommer quelqu'un alors, commencer à ma gauche. Pardon. Ah, Marie, à côté de moi, me dit que Marie a levé la main en premier. Donc, Marie, l'allemand. Ah, petit souci. On n'entend pas Marie. Est-ce que le problème vient de notre côté ou du côté de Marie? Alors, j'ai l'impression que Ah, ok. On ça vient l'entend du pas non côté de plus. Marie. Donc, Perrine et puis Marie, si le problème est réglé, parfait. Perrine. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour, du coup, moi, je travaille pour l'association Nuit des forêts. Donc, on est engagé pour sensibiliser, on va dire, le grand public et les citoyens aux enjeux forestiers. On aimerait candidater pour différents projets qu'on mène déjà. Enfin, je pense qu'on peut s'inscrire de différentes manières, mais nous, on avait une question en termes de typologie de projets qu'on peut vous présenter. Est-ce que vous êtes intéressé, par exemple, par des projets de sensibilisation, mais de type podcast? Parce qu'en fait, d'un côté, ça peut rentrer, et d'un autre, je ne sais pas si vous privilégiez vraiment uniquement des actions de terrain ou si de la sensibilisation de ce type qui ressortait, en tout cas dans certains points de la consultation, pouvait aussi vous sembler pertinent. Oui, la réponse est oui, c'est pertinent. Ok. J'en profite pour revenir sur un élément partagé tout à l'heure durant la présentation. On mentionnait la possibilité de candidater à travers plusieurs projets. Je confirme. Toutefois, pour ne pas vous faire perdre de temps en quelque sorte, si vous avez plusieurs projets à proposer, vous pouvez aussi nous envoyer un mail avec quelques lignes sur chacun des projets pour que justement, si par exemple là, la personne vient de poser la question sur un des projets type podcast, mais si vous avez pareil d'autres formats de projets dont vous n'êtes pas certain de leur éligibilité ou de leur pertinence, enfin pertinence dans le cadre de cet appel à projet, bien évidemment,
n'hésitez pas à envoyer un mail, et d'autant plus si vous avez plusieurs idées de projet, puisque même si l'appel à projet, nous l'avons pensé le plus synthétique possible, ben forcément, multiplier les candidatures, c'est aussi multiplier le temps passé sur l'appel à projet. Donc ça, dans la dernière slide, et après, on vous renverra aussi avec le replay, le support, et on vous rappellera dans le mail les adresses à qui envoyer vos questions. Surtout, n'hésitez pas. Merci. De rien. Et donc, pas d'autres questions, Perrine? Je vois la main est levée, mais je crois Non, que c'est juste parce je que l'enlève, je la Zoom, baisse. parfait. Je vois Hélène de la FAF également qui avait levé la main. Oui, bonjour. Donc, je suis Hélène Caron de l'Association française d'agroforesterie. Moi, je me demandais, sur les différents projets qu'on a déjà, il y en a un qui répond notamment à plusieurs axes relevés à travers la consultation. Et je me demandais ce qu'on avait intérêt à proposer, entre guillemets. Est-ce qu'un projet, justement, qui répond à 4 ou 5 axes relevés, ça va plutôt être favorable et vous parler? Ou bien est-ce que vous préférez avoir des projets qui répondent à chaque fois à des axes bien séparés et à la fin, vous choisissez, je ne sais pas, une dizaine de projets qui répondent à des axes bien séparés? Nous n'avons pas de préférence, ou il n'y a pas il n'y a pas de priorité au projet qui concernerait plusieurs thématiques ou une seule thématique. Pourquoi? Parce que en fait, il y a certaines idées issues de la consultation qui peuvent être, qui doivent, enfin, dont naturellement les projets ne ciblent que ces idées-là, tandis qu'il y a d'autres idées qui naturellement vont être croisées avec d'autres. Donc en fait, par la force des choses, il y a certaines idées thématiques issues de la consultation qui font l'objet de candidatures qui ne portent que sur ces idées-là. Mais nous, on n'en fait pas du tout un critère, quoi qu'il arrive. En revanche, nous, on a un critère en interne, mais sur lequel les porteurs de projets, enfin, sur lesquels les candidats ne peuvent pas jouer, c'est que on essaie de faire en sorte que d'avoir un maximum de thématiques abordées à travers l'ensemble des projets qu'on sélectionne. Donc, on ne va pas sélectionner 8 projets qui répondent à la thématique forêt et aucun sur les autres thématiques. Donc, en fait, on va avoir une diversité de thématiques abordées. Donc, par la force des choses, les projets peut-être qui concernent vont être plus simples à compléter avec d'autres projets. Enfin, voilà, ils vont plus facilement s'imbriquer, mais vraiment, moi, je dirais répondez au plus simple en fonction des projets. Et c'est pas ce critère-là qui va vous aider à prioriser votre candidature. Après, pareil, un peu le même retour que précédemment. N'hésitez pas à nous envoyer quelques lignes, sinon sur chacun des projets. Et on pourra vous dire avec Héloïse et Marie si certains nous semblent mieux rentrer dans nos critères. D'accord. Et j'aurais juste une deuxième question. Nous, en l'occurrence, c'est un projet qui est vraiment un projet de territoire qu'on a déjà déployé sur un premier territoire pilote. Là, on cherche à le faire essaimer sur de nouveaux territoires. Est-ce que l'idée, c'est de vous présenter déjà des perspectives d'essaimage sur tel ou tel territoire, ou au contraire de vous présenter cette idée globale et que vous nous accompagnez dans la stratégie de déploiement? Alors, tout dépend de où vous en êtes. Nous pouvons faire les deux. En fonction de votre stade de D'accord. développement, je vous recommande de coller au maximum à l'existence. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait cet exercice-là de stratégie de déploiement, où vous pouvez l'indiquer, ou même si vous l'avez initié, juste précisez bien le stade pour qu'on comprenne bien où vous en êtes. Et en fonction, nous, on peut intervenir dès la phase de réflexion ou dans la phase plus opérationnelle. C'est aussi en fonction du projet que nous, on va déterminer si notre accompagnement est utile et peut être utile à différents stades. Donc, la recommandation, c'est vraiment de coller au réel. D'accord. Merci beaucoup. Pas de rien. Et Marie, est-ce que tu as pu rétablir le... Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ah, ok, super. Oui, donc moi, je représente Vivae.
Et on fait des manuels, en gros, de vulgarisation un peu de la biodiversité pour que les gens comprennent plus facilement qu'est-ce que c'est. Et aussi, on présente un peu des solutions. Et c'est plutôt à destination des décideurs privés et publics, donc représentants de l'État, de collectivités ou même des entreprises. Et en fait, on se demandait si ça rentrait dans l'axe sensibilisation ou si c'était vraiment des projets plus à viser des citoyens et du grand public. Non, c'est bon. Enfin, oui, c'est bon. Ça rentre dans les critères. Il y a des projets par le passé qu'on a pu accompagner qui visaient les entreprises, recruteurs ou décideurs. Donc, oui, ça rentre. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y avait des dernières questions qui n'ont pas été posées? Et je vérifie également dans le chat. A priori, on est bon. Je laisse le mot de la fin à Chloé. Ben, merci à tous. On reste de toute façon à votre disposition s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.